J'ai perdu mes 2 parents quand j'avais 6 ans. J'ai plus de parents. J'ai perdu mon papa. Il a fait un AVC sur une piste de ski quand j'avais 11 ans, j'étais en CM2. J'étais en terminale. À midi, je rentre et je la vois par terre et j'appelle les secours. Ils réussiront jamais à la réanimer, quoi. Elle est morte à la fin de mon année de première. Ça m'est arrivé à 10 ans. J'étais assez jeune et des fois tu retombes dans la tristesse, quoi. Et t'as besoin quand même que quelqu'un te remonte le moral quelquefois. Ouais. Je pleure pas, mais je suis triste au fond de moi. Ce que j'ai envie de dire aux enseignants, c'est que la perte d'un parent, c'est pour un enfant et pour un adolescent. Bien sûr, il y a la tristesse et le manque affectif que ça va entraîner. J'ai pas envie d'être triste, moi. Mais il y a aussi, plus profondément, une perte de sécurité à l'interne. Quand on pense à des enfants qui ont perdu un parent ou les 2 parents, forcément on pense tout de suite à la solitude, à la honte, la culpabilité, l'incompréhension. Et tout ça c'est vrai, il n'est pas question de le nier. Mais on pense beaucoup moins que ça peut aussi avoir des impacts sur la vie intellectuelle d'un enfant. La manière dont ils mémorisent, les informations dont ils raisonnent, dont ils apprennent, dont ils sont attentifs, etc. Les profs, ils m'ont pris en main, ils m'ont dit il va falloir aller voir un orthophoniste et tout, parce que j'avais fait un blocage, j'arrivais plus à lire, à écrire, à compter. Et c'est grâce à ces profs-là que j'ai réussi à adapter mes difficultés en fonction des classes. Et du coup, maintenant, je passe en première maintenant. Et du coup, voilà. J'étais en colère contre mes copines qui avaient un papa, contre des phrases que je pouvais entendre, contre, entre guillemets, des stigmatisations de vous remplissez le papier côté père, côté mère. Tout ça me provoquait un énervement en moi que j'avais du mal à maîtriser. Et à ce moment-là, je faisais le lien avec mon papa parce que cette colère venait de mon histoire. Mais je pense pas qu'autour de moi, les gens s'en rendaient compte, en fait. Tous les professeurs, les infirmières scolaires, les psychologues scolaires vous diront « je voudrais tellement savoir, sinon ce que je dois faire, au moins les erreurs que je ne dois pas faire ». Une élève était vraiment pas bien et donc je vais dire à l'élève on appelle maman et en fait l'élève me répond ma mère est décédée. Et là je me suis vraiment trouvée bête et puis je me suis dit plus jamais quoi. J'ai été voir le bureau des élèves après. Et j'ai dit à la responsable, tu me donnes la liste de tous les élèves orphelins dans l'école. S'il faut appeler les parents, je vérifierai pour savoir. J'enseigne, moi, depuis à peu près 25 ans. Je ne me souviens pas, sur les 25 ans, d'avoir entendu dire, de la part d'un élève ou de la part de l'équipe pédagogique, que tel élève n'avait qu'un parent ou avait perdu ses 2 parents. En début d'année, tout simplement, il peut y avoir une fiche qui peut être remplie. C'est ce qu'il en est donc de ma direction. Ils ont tout simplement instauré une petite case, père, mère décédés. Mais voilà, un encadré tout simple. Tiens, s'il y a quelque chose que tu as envie de me faire passer comme message, vas-y. Je continue à faire comme si de rien n'était et je travaille. Je me sens seule. Ce serait vraiment cool si un prof venait me parler. Il y avait quelques profs dont je me souviens qui étaient un peu des icônes pour moi. Peut-être que si ces gens-là étaient venus m'en parler, oui, ça aurait pu libérer une parole, oui. Mais c'est pas moi qui allais ouvrir la porte, je pense, clairement. L'invisibilité des orphelins, qui se débrouillent très très bien pour ne pas être visibles. Il ne faut pas simplement imputer ça aux enseignants, mais aussi à l'effort notable, l'énergie importante dépensée par les jeunes orphelins pour ne pas montrer, ne pas dire et faire en sorte, en gros, qu'on ne se rende pas compte que leur vie a changé. Vu que le confinement, on ne pouvait pas retourner en classe, on avait pris un temps sur les bords de Marne pour faire un cours.
Et je leur dis que je vais être interrogé sur l'orphelinage. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Et à ce moment-là, une élève me dit j'ai perdu, moi, mon père, mon grand-père, il y a 5 ans, dans un accident de voiture de course. Ils sont tombés dans le ravin. Un jour, je suis sorti de votre cours en larmes. Et effectivement, je m'en souviens très bien, c'était un cours sur le désir et sur le manque. Et du coup, lui, il n'avait pas d'explication à cette réaction. Jusqu'à il y a une semaine. Si j'avais connu sa situation, sans doute que je lui aurais parlé. Les professeurs en général, l'entourage administratif. Donc moi, ça me gênait un peu qu'ils soient au courant. Je voulais pas que ça revienne sur le tapis ou être traité différemment ou voir la pitié et tout. Je voulais pas trop de ça. Quand t'es orphelin, t'as pas envie de pitié, ça fait chier la pitié. Comment aider sans être intrusif, sans entrer dans la vie subjective des gens, sans tout bouleverser, sans stigmatiser. Donc avec ma sœur, on a perdu nos parents quand moi j'avais 6 ans, ma sœur avait 8-9 ans. Ils sont morts dans un accident de voiture. C'était l'entrée au CP et c'est vrai que l'institutrice, elle avait fait un truc qui m'avait un peu mis mal à l'aise. Un des premiers jours de classe, elle me demande de sortir de la classe pour aller chercher un livre. Et puis quand je retourne dans la classe, je sens une forme de silence un peu pesant. Et je comprends quand ma voisine de classe me dit « Ah mais t'as perdu tes parents, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc elle a voulu faire quelque chose, cette institutrice, pour pas faire comme si de rien n'était. Enfin c'était pas très bien fait. Et puis surtout, moi, j'étais pas dans la concertation, entre guillemets, de ce que je voulais qu'on dise ou qu'on dise pas. Voilà. Je subissais encore quelque chose. Ce qui est un truc complètement fou, quoi. Parce que ce gosse, il a jamais demandé à ce que tout le monde se mette à parler du décès de son père ou de sa mère, quoi. Et alors ça peut être vécu vraiment de façon très, très douloureuse par l'enfant en situation d'orphelinage, quoi. Il peut se dire, mais pour qui vous vous prenez? De quel droit vous en parlez? Vous ne m'avez pas demandé l'autorisation d'en parler. Il faut faire gaffe aux bons sentiments dans des moments comme ça, quoi. Moi, je suis tombée sur des profs assez incroyables, très compréhensifs et ils m'ont vraiment soutenue. Comment aider sans pour autant perdre ma fonction de professeur? La juste présence, c'est une question assez délicate. Dans ces cas-là, pour moi, l'élève devient d'abord un enfant. Enfin, c'est l'enfant d'un parent qui vient de disparaître. Par contre, pas dans la classe. Et ça me semble très important que dans la classe, cet enfant-là soit un élève parmi les autres et qu'il ne sente pas que tout d'un coup, je le traite différemment des autres. Non. Mais qu'après la fin d'un cours, on prenne du temps. Ça me semble vraiment important. C'était quelqu'un à qui on pouvait parler très librement. Il n'y avait pas cette barrière. Ne pas oublier que j'ai pas d'autre place dans sa vie que celle de professeur, mais en même temps, le professeur, c'est un adulte et il n'y a pas forcément toujours tant d'adultes que ça dans la vie d'un enfant. Voilà, mon père, il a été beaucoup en retrait aussi parce qu'il a été assommé par ce qui s'est passé. Donc il était moins un référent, il était moins le paternel qui te donne un cadre. Certains profs comme ça qui ont une personnalité, qui ont quelque chose, pour nous, ça devient des référents. Je me console moi-même, mais des fois quand on doit travailler, on doit juste prendre une inspiration, mais en même temps qu'on travaille. On n'entend pas. Et en silence. En établissement, on n'a pas toujours la possibilité de se rendre compte de la situation de ces jeunes qui ont besoin effectivement d'un accompagnement particulier. C'est vrai que les enseignants, parfois, vont avoir certaines réactions par rapport à certains jeunes et ne mesurent pas nécessairement tout ce que ça peut engendrer. On va être sur parfois la punition, la sanction. Moi, il y en a un, il a insulté mon père, je suis allée le dire à un surveillant l'a dit à ma principale. Ma principale a convoqué ma mère et elle a dit c'est pas normal qu'il en parle. En fait, c'était limite, Tino le fautif. Il faut pas en parler. S'il veut en parler, il en parle ailleurs, mais pas dans la cour. Ça l'a gêné, c'était gênant. C'est un sujet gênant pour elle. Certains professeurs, je pense que c'est peut-être trop difficile pour eux de venir en parler et de venir m'en parler à moi en tant que psychologue, parce que ça peut être dire, là, je me sens en difficulté par rapport à tel jeune, par rapport à tel enfant, et il faut que le professeur, il accepte, en fait,
d'être dans cette position où il se sent mal à l'aise. Après, oui, j'ai probablement des collègues qui ne sont pas en mesure d'accepter les larmes ou de faire quelque chose avec les larmes d'un élève, oui. Mais en fait, c'est là, c'est réel, quoi. Et nous, on a besoin de temps avec des gens, des fois, pour en parler. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de provoquer l'émotion. C'est pas un problème, en fait, de provoquer une émotion, pour moi. Pas forcément pour chercher à ce que l'enfant parle à tout prix, mais juste dire je suis présente, si tu as besoin, je suis présente. Une main sur l'épaule, tout simplement. On a envie que notre enfant soit considéré comme tous les autres, tout en même temps en se disant il faut quand même y faire attention à mon enfant. Quand on perd un papa ou une maman, c'est dur de maintenir cette confiance, elle est fragile. J'ai commencé à en reparler un peu quand j'avais 16-17 ans, alors que ça m'est arrivé à 10 ans. Qu'on soit orphelin de naissance, qu'on soit adopté, qu'on perde un parent quand on a 10, 15 ans, c'est pas une situation, c'est une condition existentielle, l'orphelinage, qui oriente une vie tout entière. Je pense que si on ne dit pas aux enfants, si tu veux qu'on en parle, si tu veux que j'essaie de te trouver un film qui parle de ça, etc. Si on ne leur dit pas ça de manière régulière, encore une fois, pas tous les jours évidemment, même pas toutes les 2 semaines, mais de temps en temps, d'eux-mêmes, la plupart des enfants ne feront pas le pas vers l'adulte. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'on sait que le deuil, ça peut s'étaler sur des années, voire des décennies. Tous ceux qui se sont intéressés au deuil de l'enfant sont d'accord. Le deuil de l'enfant évolue par phases successives, en fonction des phases de son évolution psychologique. Et on va même jusqu'à dire qu'un deuil dans l'enfance ne trouve véritablement sa terminaison qu'à l'âge adulte. Mais les enseignants, ils ont une place extrêmement importante parce qu'ils peuvent un peu avoir ce rôle de sentinelle. Et c'est important de les accompagner et c'est important de dire aussi aux enseignants, on n'attend pas de vous des miracles, pas du tout. Ce qu'on peut espérer, si vous, en tant qu'enseignant, vous êtes d'accord, c'est que par votre proximité et la confiance que vous accordent les enfants, à repérer peut-être des baisses de régime, des baisses de performance, des petits points d'achoppement, des points de friction, parce que vous êtes bien placé, quoi. C'est sûr que c'est une étape de la vie qui est dure, mais ça m'a donné une force. Au début, j'avais 9 de moyenne, parce que je travaillais pas vraiment. Et là, je m'en sors avec 13, 30 de moyenne avec les encouragements. Alors là, pour moi, c'est vraiment waouh. Je me dis, j'ai eu 13, ça veut dire que je peux faire mieux et je peux aller plus loin. C'est grâce aux profs. Voilà. Enfin, c'est cool, quoi.